merci au CAP, et particulièrement donc à Fabrice Boyer qui est son directeur, ainsi qu'à Nicolas Lézé du service administratif et financier et Karine Vazeille du service communication de la bibliothèque de l'université Clermont-Auvergne. Cette lecture a été préparée en partenariat avec la Semaine de la Poésie. Merci à Sophie Brunet là-haut. Et puis merci à vous d'être venus nous retrouver pour cette rencontre. Merci à Hervé Letellier d'avoir accepté cette invitation complémentaire à celle d'hier soir à la librairie des Volcans, où en fin de journée, ce soir en fin de journée, Hervé sera dans une librairie à Lyon. Est-ce que tu sais quel livre tu présenteras ce soir aux Lyonnais? Non, je ne sais pas. Rien. Non, en fait, comme j'ai sorti 3 livres cette année, je laisse les libraires choisir leur projet de présentation et je m'adapte. Voilà. Alors, l'écrivain que nous invitons aujourd'hui, Hervé Letellier, a été invité à plusieurs reprises à la Semaine de la Poésie. Il est désormais surtout connu pour le roman L'Anomalie, avec lequel il a remporté le prix Goncourt en 2020. Un concours qui s'est énormément vendu. Quel chiffre faut-il avancer aujourd'hui? On parle tout de suite commercial. Bon, c'est bien. Je pense qu'on a dépassé le 1,6 million, voilà, parce qu'en fait, les livres ont 3 vies. Une vie en brochet, donc la première parution sous un format un peu plus grand, comme celui-ci par exemple. Une vie en poche ensuite, et ensuite des vies qui sont des vies parallèles comme le livre numérique, et un autre cycle de vie qui est le livre audio. Sans oublier des livres parallèles encore qui sont les livres pour gens qui voient très mal, comme moi, donc qui sont écrits en très gros. Donc ça fait finalement beaucoup de parutions différentes et en tout on doit être à 1,6 million avec toutes ces parutions. Voilà. Ce qui est beaucoup. Mais du coup tu te rapproches de Marguerite Duras qui est juste un peu au-dessus là. Non, j'ai dépassé Marguerite Duras. Ah là là. Non. Voilà. Avec Maggie c'était un jeu. Ouais. Est-ce aisé de se savoir autant lu, parce que finalement aussi autant attendu par les lecteurs, par les libraires, par les professionnels du livre? Voilà, qu'est-ce que ça rend Les succès commerciaux, parce que ça s'appelle comme ça, hein. C'est pas des succès éditoriaux, c'est pas des succès, comment dire, les livres que j'ai écrits auparavant sont à mon avis pas forcément moins bons parce que celui-là a remporté un succès commercial énorme. Donc les succès commerciaux, ils ont cet avantage qui vous donne un rapport avec votre banquier qui est bien meilleur qu'avant, avec votre éditeur aussi qui est bien meilleur aussi qu'auparavant. Mais moi j'avais quand même l'atout formidable d'avoir la vie collective d'un groupe qui s'appelle l'Oulipo, voire de littérature potentielle, dans lequel il y a beaucoup d'excellents écrivains qui ne vendent rien. Voilà, donc ça ne garantit pas d'être un bon écrivain de vendre, et donc la vraie question qui se pose à un auteur qui a beaucoup vendu, c'est de savoir s'il veut faire le même livre après. Ça c'est une vraie question, c'est-à-dire le danger de vouloir faire pareil, de vouloir même faire mieux. Alors pour moi, le gros avantage d'avoir autant vendu, c'est que je ne peux pas techniquement faire mieux. C'est pas possible, je ne peux pas faire commercialement mieux, littérairement mieux sans doute, différent en tout cas sûrement. Et comme j'ai jamais fait le même livre, j'ai aucun de mes livres qui se ressemblent, celui-là était différent de tous les autres. J'ai pas cette pression qui peut exister sur des auteurs qui ont une tendance à répéter indéfiniment le même livre. C'est pas pourtant une formule pour eux, hein. C'est juste qu'ils se situent dans un type d'écriture dans lequel il y a une tendance à être tout le temps dans un type d'écriture. Je prends un auteur que j'adore qui est Modiano. Modiano, qui est vraiment un auteur formidable, a une tendance néanmoins, si j'essaie 3 ou 4 livres comme Péligré, etc., à écrire des livres qui sont toujours des formes qui se ressemblent les unes des autres. Donc moi je ne suis pas du tout là-dedans, et donc le danger qui menacerait un auteur entre guillemets à succès, qui est de vouloir le répéter à travers une formule qui serait identique à celle d'avant, je ne l'ai pas tellement pour moi, donc c'est un gros avantage.
Sur les traductions, parce que quand même c'est intéressant d'avoir aussi un peu jusqu'au bout les chiffres, combien de traductions pour l'anomalie? Très exactement 48. Voilà. C'est énorme, c'est-à-dire que comme en plus je reçois, parce que c'est légal, je reçois 6 livres par traduction, et que lorsqu'il y a réédition, je reçois encore 3 livres. J'ai beaucoup trop de livres en allemand, si quelqu'un est intéressé, il me signale et je l'envoie. Donc ça veut dire qu'on a des livres dont on ne connaît même pas, comment dire, enfin, si vous avez déjà lu du géorgien, par exemple, c'est une type d'écriture et d'alphabet qui nous est totalement étranger. Donc je reçois des choses que parfois je regarde comme des ovnis, quoi, qui sont, et je vois que quelque part il y a mon nom, dans une sorte de brouillard de mots ou de caractères. Et il y a des langues très étranges, comme l'azéri, voilà, comme il y a 4 langues en Inde, et j'ai des traductions dans les 4 langues. J'ai des traductions dans des langues qui sont très bizarres, que je ne connaissais pas, comme par exemple l'Easy English. Tu connaissais? Non, mais pas. Moi non plus. Oui. Alors l'Easy English, c'est de l'anglais simple. C'est pour des gens dans des langues tellement solitaires qu'ils peuvent lire le livre uniquement en anglais, qui est une langue un peu internationale. Mais comme l'anglais, la traduction anglaise est un peu complexe, il y a une traduction un peu en dessous qui est l'Easy English qui existe. Voilà. Donc j'ai des choses comme ça chez moi que je trouve un peu collector, donc je les garde. Voilà. Je vais faire un panneau isolant thermiquement de mes livres, ce serait pratique. Sur l'anomalie, puis je pense qu'après on aura vraiment fait le tour. Moi je sais qu'il y a une série qui est en travail. Et puis voilà, qui a pris cette série à mettre à l'écran et à quelle date est-ce que tu sais à quelle date voilà, ça doit sortir? Et on aura fini avec l'anomalie. D'accord. Alors il y a... non, c'est tout sauf une mauvaise question. Parce que, en fait, ça me permet de parler d'autre chose qui est de la transformation d'un livre d'un support à un autre. Et en fait, quand on passe d'un livre comme L'Anomalie, qui est un livre assez choral, voilà, à une formule qui est la formule dite de série, on se rend compte que le livre qu'on a écrit, bien qu'on ait pu lire dans des journaux que c'était déjà formaté pour Netflix, on se rend compte que non, c'est pas du tout formaté pour Netflix, et que c'est vraiment un roman, et que lorsqu'on veut passer à la série, il faut tout détruire. Donc il y a une phase très très jouissive pour un auteur, qui est de détruire son propre livre. Et non, c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le premier chapitre n'est pas le premier épisode. On garde en fait la structure du livre avec les problématiques du livre, avec les personnages du livre, mais l'intégralité du livre a été complètement détruite par moi et Antonin Baudry. Antonin Baudry qui sera le réalisateur. Alors Antonin Baudry, peut-être que vous ne connaissez pas son nom, mais il a écrit une bande dessinée il y a des années qui s'appelait Quai d'Orsay. Bon, il y a très longtemps, Antonin a d'abord écrit pour De Villepin le discours célèbre de l'ONU, où la France, vieux pays, etc., qui a marqué en fait la diplomatie française dans le sens où on n'a pas fait la guerre en Irak, la première. Et ensuite, Antonin a quitté le Quai d'Orsay pour écrire donc le livre Quai d'Orsay, qui est devenu le film Quai d'Orsay de Tavernier, où il a fait le scénario. Après, il a complètement quitté l'activité de type diplomatique. Il avait fondé la librairie Albertine, puisqu'il était attaché culturel aux États-Unis à New York, et il a passé un DEA de cinéma. Et après ce DEA de cinéma, il a fait un film qui s'appelle Le Chant du Loup, qui est un film de sous-marin. Pour ceux avec Omar Sy, avec Mathieu Kassovitz, avec François Civil, voilà, bravo. Et qui est à mon avis un excellent film de sous-marin. On n'a pas beaucoup de films de sous-marins français. Et moi j'aime beaucoup les films de sous-marins, Octobre Rouge, U-Boat, etc. Donc j'étais très content d'avoir un film de sous-marin avec Omar Sy et François Civil, etc. Et voilà. Et donc là on s'est mis ensemble à détruire le livre pour faire une Bible qui est très différente donc finalement du livre originel. Et ce travail de passage d'un médium à un autre, comme je le disais, est un passage vraiment très fascinant pour un auteur, parce qu'on voit qu'on n'écrit pas du tout de la même façon pour à la fois le roman, où les préoccupations sont vraiment des préoccupations littéraires, et pour le cinéma, où les préoccupations sont des préoccupations qui sont
mais multiples arches narratives, enfin le cinéma, la série, arches narratives, construction des personnages qui d'un seul coup s'incarnent, donc on a une idée d'un personnage, et d'un seul coup on voit au niveau du casting que c'est pas du tout ce qu'on a pensé, mais que ça marche aussi bien, etc. etc. Donc c'est vraiment un basculement, disons, vraiment de paradigme. J'aime bien ce mot en plus, je ne casse pas assez souvent paradigme, dans lequel les logiques sont inversées et où on réfléchit par rapport à une image et pas forcément par rapport à des mots. Voilà. Et il y a aussi le travail de transformation des dialogues qui allait très bien dans le livre et qui d'un seul coup, quand ça passe au cinéma, on se rend compte que ce n'est pas des dialogues de cinéma du tout. Et il faut tout réécrire pour que ça soit, et même des dialogues de série, parce que les dialogues de série ne sont pas les mêmes que les dialogues de cinéma. Et donc on passe à une réflexion très poussée, enfin fine, sur le basculement d'un médium à un autre. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et où ça va sortir Ah oui, alors, les plateformes, oui, comme on dit, oui. C'est un gros budget. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont associés. En France, il y a Canal+, en Angleterre, il y a Sky. Aux États-Unis, on ne sait pas encore, mais il y aura sans aucun doute Paramount Plus et CBS. Et in fine, ça va devenir chapeauté par une petite boîte minuscule qui avait acheté, parce que le livre avait été acheté en série bien avant qu'il sorte chez Gallimard. C'est-à-dire que le livre est sorti en août 2020, mais je savais que la série aurait lieu dès mars 2020, parce que ça avait déjà été optionné. Ah ouais. C'était une situation un peu bizarre où quand je suis arrivé chez Gallimard, j'ai dit non, vous n'aurez pas les droits audiovisuels parce que je les ai déjà vendus. Voilà, après il y a eu le Goncourt et tout ça, mais au début j'avais déjà vendu les droits audiovisuels. Donc ça veut dire qu'il y a une petite entreprise française qui depuis le début était sur les rangs, ce qui permet aussi d'avoir une certaine force en négociation par rapport à Netflix, où quand vous passez à travers la moulinette, il se passe des choses sur votre livre auxquelles vous ne vous attendiez pas. Là j'avais cette garantie d'avoir une certaine autonomie sur la création du livre. Par exemple, j'ai pu rester dans la Bible, alors qu'avec Netflix, j'aurais été éjecté tout de suite. Donc voilà. Ben, j'en apprends plein. Non mais c'est intéressant ce genre de trucs. Parce que... Alors, titulaire, ça c'est un peu pour les étudiants que je dis ça, parce que tu es d'abord titulaire d'un DEA en mathématiques et puis aussi en astrophysique. Non, pas en astrophysique, je ne sais pas comment c'est arrivé. Oui. À un moment donné... Mathématiques suffira. Non mais c'est un copain, j'ai un ami qui s'appelle Santiago Arstoski qui dirige En attendant Nado, et avec qui on part souvent en vacances, et il sait que je m'intéresse à l'astrophysique, il sait que j'ai une maîtrise d'astrophysique, et d'un seul coup c'est devenu, heureusement qu'il s'est arrêté dans l'article, mais j'étais quasiment avec un DEA d'astrophysique, et c'est devenu une thèse d'astrophysique dans le Figaro, et maintenant je suis astrophysicien quoi. En fait non, il y a 40 ans j'ai dû faire de l'astrophysique un tout petit peu, mais oui, ben voilà. J'ai fait des maths. Ouais, alors j'ai fait des maths. Mais nous, on t'a connu comme journaliste, en fait. C'est vrai. Et on t'a connu avec l'inquiétude d'avoir une liaison Internet suffisamment sûre. Ah oui, avec le Monde. Voilà, pour pouvoir envoyer ton billet rédigé chaque soir pour le Monde. Et voilà. Donc, le goût des mathématiques et du jeu te porte vers le mouvement d'écrivains et écrivaines de l'Oulipo et les contraintes d'écriture partagée testées au sein du groupe. Tu es coopté en 1992, tu participes très régulièrement au Papou dans la tête, une émission qui était diffusée sur France Culture les dimanches à midi de 1984 à 2018. C'était jouissif. Et je me souviens de l'enregistrement d'un épisode à Clermont-Ferrand, dans un amphi de l'université vraiment pas loin, là, qui était bien plein. Et tu deviens président de l'Oulipo en 2019. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'Oulipo rapidement? Alors l'Oulipo, rapidement. Alors tu as dit mouvement, je m'inscris en faux. Oui, atelier. Ouais, voilà. Mais c'est pas grave, c'est parce qu'à l'Oulipo, une façon de se définir qui est négative. C'est-à-dire on n'est pas un mouvement, on n'a pas vocation à grossir, c'est ce que ça veut dire. On n'est pas non plus une école, on ne pense pas que c'est l'unique façon d'écrire. Et enfin, on dit toujours, on n'est pas non plus une avant-garde, parce que ce n'est pas l'avant-garde avancée de la littérature. Il n'y a pas d'avant-garde avancée de la littérature. Être l'avant-garde avancée de la littérature, c'est courir le risque d'être l'arrière-garde un jour de la littérature. Donc nous, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. C'est un groupe de travail
ce qui nous réunit depuis 1960, j'étais pas membre en 60, je rassure, c'est avant tout un goût pour la coïncidence possible entre le travail de structure et le travail d'écriture. Et donc de prioriser ou de mettre en avant dans un travail d'écriture des notions de consignes, de contraintes, de procédés qui permettent d'écrire des livres ou des poésies. Voilà. Alors, ce sont aussi bien des formes contraintes, par exemple le sonnet, par exemple, en poésie formelle qui date du 15e et 16e siècle, c'est Pétrarque qui l'invente, et puis c'est très développé en France par Ronsard et Du Bellay. Mais il y a aussi des formes qui sont des formes beaucoup plus ludiques, comme par exemple ce que fait Pérec lorsqu'il s'impose d'écrire un roman sans la lettre E. Donc ce sont des consignes, des procédés, des manières d'écrire, où à un moment donné on se dit je vais m'imposer ce qu'on appelle une contrainte, et cette contrainte nous sert de guide pour écrire le livre. On peut très bien écrire un livre d'ailleurs et mettre dessous une couche de vernis de contrainte. C'est-à-dire de ne pas commencer par la contrainte mais la mettre après. C'est pas possible quand on fait la disparition de Pérec, on ne peut pas commencer à écrire le livre avec des E et se dire qu'on va le traduire. Et en même temps, c'est ce qui se passe pour tous ceux qui ont traduit dans des langues la disparition de Pérec. La disparition de Pérec qui donc se prive de lettre E est traduit en anglais, en espagnol, en japonais, en à peu près une dizaine de langues où les traducteurs ont dû tout réécrire. Voilà. Par exemple, nous en français, on s'interdit le mot porte et on s'interdit le mot fenêtre pour des raisons qui paraissent évidentes. Mais les Anglais n'ont pas ce problème, donc ils peuvent très bien écrire une fenêtre et window et door, et pas de problème. Donc ils ont des contraintes différentes, il faut écrire tout le livre. Et c'est pareil pour les chiffres, voilà, nous on a un problème, on peut écrire 5, mais si on écrit 5 en anglais, d'un seul coup c'est 5 et il y a un E, et donc ça ne marche plus, il faut passer à 6. Donc c'est assez drôle parce qu'évidemment tout le livre doit être intégralement réécrit, et les traducteurs de l'anomalie sont des gens de la disparition sont des gens qui finalement ont réécrit la disparition. Donc c'est pour ça que l'idée d'écrire sous contrainte, il y a deux méthodes. Soit on écrit dès le départ avec la contrainte, soit on peut l'utiliser comme une sorte de surcouche après. Alors, quittons un peu l'Oulipo et revenons à tes livres. Ton premier livre, c'est Sonate de bar. Je me trompe? Non, c'est bien ça. Non, tu ne te trompes pas. Je ne me trompe pas. Mais, édité chez Segers. Mais il y a comme quelque chose autour du pseudonyme. Là, j'ai une embrouille autour de Sonate de bar et de pseudonyme. Est-ce que tu peux m'éclairer pour de vrai? Le pseudonyme dans Sonate de bar, bon, d'abord, il est signé sous mon nom. Mais dans un premier temps, j'ai publié donc, chez Segers, qui était dirigé à l'époque par Paul Fournel. Et Paul était à l'époque président de l'Oulipo. Non, c'était Noël Arnaud qui était président de l'Oulipo. Paul était membre de l'Oulipo. Et c'est comme ça que je suis rentré à l'Oulipo. D'ailleurs, c'est par Sonate de bar, qui était un livre écrit sous contrainte. Parce qu'il n'y avait que 2000 signes exactement. Je publiais à l'époque les sonates de bar, qui étaient des petites histoires de cocktails. Je racontais une recette de cocktail au sein d'une nouvelle, et il n'y avait que 2000 signes parce que lorsque je devais le remettre tardivement à mon journal, on m'avait dit « tu remets tout le temps en retard, au moins remets 2000 signes, que ça case exactement dans la page ». Et je m'étais amusé à écrire exactement 2000 signes. Et donc ça voulait dire que lorsque la robe était rose, mais qu'il manquait une lettre, elle devenait rouge, et que lorsqu'il manquait 2 lettres et qu'elle était, voilà, elle devenait violette. Et donc, cette idée de respecter la contrainte des 2000 signes était vraiment très puissante. Donc ça a commencé comme ça. Le pseudonyme, pour y revenir, c'était J.H. Marsh. C'est parce que quand j'avais 20 ans, je travaillais dans un bar aux États-Unis qui était à San Francisco. J'ai travaillé pendant 2 mois là-bas, c'était un bar gay. Il s'appelait le Jays. J'étais le barman français et straight, donc hétéro. Du bar. Donc j'avais des gros pourboires pour me persuader de devenir gay. Mais surtout, c'est un très 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 bon souvenir, le Jays. J'avais passé 2 mois là-bas à bosser, qui était vraiment extraordinaire. C'était avant le sida, c'était très joyeux. Et j'ai gardé ce pseudonyme de Jay, hein, parce que je trouvais ça vraiment bien. Et March, c'est ça qui est drôle, March, parce que je ne sais plus pourquoi, parce que j'avais rencontré une fille en mars. Et j'avais donc décidé à ce moment-là de donner le nom de March à ce garçon. Et H, J.H. March, H c'était pour Hervé.
Et ce qui est drôle, c'est que Marsh est devenu aussi, dans l'anomalie, le nom de tous les personnages qui étaient arrivés en mars. Donc je retrouvais finalement dans ce système, voilà. Donc j'avais gardé J.H. Marsh, et après, J.H.M., c'est devenu Giovanni d'Arezzo, j'ai retrouvé de livre en livre, successivement. On peut s'y perdre. Ouais, moi-même, j'y perds. Ouais. Alors, plusieurs livres édités précédemment sont sortis en poche depuis 2020. On comprend bien que c'est le succès de l'anomalie qui aussi permet ça. Moi, j'en suis absolument ravie. Le dernier, le livre sur lequel tu as parlé hier, c'est Le nom sur le mur. Voilà, au volcan, n'est-ce pas? J'y arrive. Et Le nom sur le mur, pour moi, fait partie d'une catégorie qui n'est pas tournée vers le jeu de la même manière, parce qu'on a beaucoup, on comprend bien combien le jeu est partie prenante de ton écriture profonde, et la contrainte, mais aussi le jeu. Et du coup, le nom sur le mur me paraît différent, et il y en a d'autres aussi qui me paraissent un peu différents. Alors je me trompe toujours pour le dire, mais Inukshuk, qui est réédité maintenant en poche, chez Gallimard, voilà. Et puis, le dernier que j'avais mis dans cette liste-là, eh bien, je ne le trouve plus. Ah ben si, je ne l'ai pas sous la main, toutes les familles heureuses. Alors oui, ça dépend de ce qu'on appelle le jeu, en fait. C'est un vrai débat. C'est-à-dire, par exemple, Inukshuk est construit sur une règle qu'on ne voit pas, qui est cachée. Hein. Donc, quand je disais tout à l'heure que les Oulipiens écrivent avec des contraintes, pour moi, la règle, c'est aussi une contrainte. Par exemple, un livre qui s'appelle Assez parler d'amour est construit sur un système de jeu de dominos. C'est bien clair. Pardon ? C'est bien clair, ça. Oui, c'est expliqué même dedans. Ça dit comment ça fonctionne. Aux 2 tiers du livre, on arrive à une explication où un des personnages dit « mais t'as qu'à écrire un livre qui soit construit comme ça ». Et on comprend que le livre est construit comme ça. Donc on peut utiliser ce qu'on appelle des règles. Et Inukshuk obéit à une règle, qui est une règle d'alternance calculée puisque c'est un roman épistolaire. Donc un système de dialogue entre l'homme et la femme sur la base de thématiques, etc., que j'ai organisées, qui sont invisibles, parce que l'idée aussi, c'est que la contrainte n'est pas forcée on n'est pas forcé d'avoir une contrainte visible. Et je pense que ce débat est au sein de l'Oulipo un débat aussi qui est un débat qui classe les livres en deux, ceux dont la contrainte est visible, la disparition, ceux dont la contrainte n'est pas visible, Cigarettes par exemple de Harry Matthews, ou La vie mode d'emploi de Georges Perec, où on ne voit pas la contrainte et où on a eu possibilité de la connaître grâce au cahier des charges. Donc il y avait un cahier des charges pour Inukshuk, mais qui est invisible. Pour Le nom sur le mur, c'est vrai, il n'y a pas de cahier des charges, et également pour Toutes les familles heureuses, il n'y a pas de cahier des charges, sauf que je voulais 18 chapitres, parce que ça correspondait à l'idée du renouveau, le 18 c'est 2 x 9, etc. Donc je voulais 18 chapitres, mais ce n'est pas vraiment une contrainte que de faire 18 chapitres. Si on a 19, on en réunit 2, si on a 17, on en scinde un en 2. Donc c'est pas mortel comme contrainte, on y arrive assez bien. En revanche, pour Le nom sur le mur, il y avait une toute petite contrainte, qui était une contrainte de suivre d'une manière assez logique les éléments iconographiques dont je disposais et de créer une structure qui obéissait à cette suite. Mais franchement, c'est pas une contrainte formelle classique comme celle que, par exemple, j'applique dans Assez parler d'amour ou dans Electrico W, etc. Donc ces contraintes-là, c'est pas du tout de cette nature. Mais il faut comprendre qu'à l'Oulipo, quand je dis qu'on n'est pas une école, ça veut dire que non seulement on ne pense pas que c'est l'unique façon d'écrire, mais que nous-mêmes n'écrivons pas systématiquement de manière oulipienne. Paul Fournel, ancien président de l'Oulipo pendant 20 ans, avait une spécialité qui était de faire des livres qui n'étaient pas du tout oulipiens. Et Michel Audin écrit des livres qui ne sont pas forcément oulipiens, et c'est heureusement pas une obligation, parce que sinon on serait des fous littéraires. Donc il y a un moment donné où les livres qu'on écrit n'obéissent pas à des contraintes autres que celles qu'on s'impose à soi-même, et qui n'obéissent pas donc à des règles qui sont des règles soit d'organisation, soit de structure, soit linguistique, soit sémantique. On obéit simplement à la logique de la narration et ça suffit. Et ce n'est pas vraiment une contrainte oulipienne. Donc une fois de plus, l'Oulipo est un lieu de liberté.
Et c'est pas cette idée de la contrainte qui nous intéresse énormément. Dans mon cas en particulier, elle ne m'intéresse que si elle apporte quelque chose au récit. Et ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas. Alors, Fou littéraire, du coup, je ne peux pas m'empêcher de pointer Folie dans les folies. Ouais. Le dernier livre sorti qui est ici bien visible, puisque c'est un livre de Martin, ce sont des illustrations de Martin Jarry. On les voit de loin, c'est ça qui est bien. Oui, on les voit de très loin, donc c'est... Voilà. Et là, on le voit bien. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce livre? Est-ce que, voilà, tu nous ferais ça? Oui, il y a quelque chose qui est vraiment très bien lorsqu'on a eu un livre à succès. C'est que les éditeurs viennent vous voir avec des projets qui sont intéressants. Et ils pensent que ça peut aider le livre d'avoir un auteur un peu connu, ce qui est devenu mon cas, sur des projets littéraires et graphiques comme ça. Donc là, le Martin Jarry, dont je connaissais le travail par un livre qui s'appelle Hyacinthe et Rose, qui était magnifique, vraiment très beau. Avec un texte de François Morel. Avec un texte de François Morel, qui est un copain. Bon, je connaissais son travail, j'ai vu les dessins, j'ai vu les peintures, j'ai trouvé ça formidablement beau, et j'ai fait d'accord, banco, je vais écrire les textes pour ces images-là qui étaient déjà écrites. Et il y avait même une sorte d'embryon de texte qui avait été fait par Martin, et l'embryon de texte donnait une sorte de guide pour ce que je pouvais faire moi. Et il avait écrit 4 ou 5 textes, j'ai tout repris pour que ça soit dans mon ton à moi, mais il y avait des éléments de réflexion sur ce que lui voulait, et je me suis calé dans ce que lui désirait, qui correspondait à ce que je pouvais moi-même avoir envie d'écrire. Donc on a écrit un texte, j'ai écrit un texte sur ces dessins, et l'idée était très simple, c'était qu'on avait affaire à des fous qui étaient architectes et qui faisaient ce que j'avais appelé de l'archithérapie, c'est-à-dire qu'ils construisaient des palais mentaux qui leur permettaient de guérir. Et un peu comme l'art-thérapie, mais c'était de l'archithérapie, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de la peinture pour guérir, eux ils faisaient des architectures pour guérir. Et à chaque fois c'était une sorte d'architecture mentale, parce qu'ils n'allaient pas construire un palais pour cesser d'être fou, mais c'était cette idée de faire des adéquations entre des diptyques, puisqu'à chaque fois il y avait la figure du personnage et la figure du plan ou de l'édifice qu'il construisait. Et je devais écrire une histoire qui était en fait l'histoire de ce jeune fou littéraire ou cette jeune folle littéraire qui travaillait autour. Donc c'était un enjeu intéressant pour moi qui était de me caler sur à la fois un univers, vraiment un imaginaire qui n'était pas le mien, qui est celui de Martin Jarry, et de le respecter au plus près de ce que moi j'avais envie de faire. Et ça marche. On est content l'un comme l'autre du résultat. Et on a une difficulté d'expliquer, je pense, aux libraires comme aux lecteurs, qu'est-ce que c'est comme type d'objet. Parce que c'est un objet dont on est tous les deux contents, mais qui est une sorte d'objet littéraire non identifié, et d'objet graphique non identifié. Mais ça reste un beau livre, donc on se dit que, bon, sur le long terme, on arrivera peut-être à en vendre un peu, quoi. Le danger, c'est qu'il soit classé en jeunesse. Oui, le danger, c'est qu'il soit perdu en jeunesse, oui. Parce que c'est pas un livre, mais c'est pas non plus c'est un objet compliqué. Donc c'est un objet pour les gens qui connaissent Martin et qui savent ce qu'il fait comme type de dessin et comme type de peinture. Et voilà, et mes textes sont des textes qui sont des textes comme j'aime faire, c'est-à-dire des textes un peu cinglés parfois sur des problématiques. Je vais peut-être en lire un. Oui, hein, ouais. J'en ai pour 1 minute, ils sont courts, ça qui est bien. Comme ça, on comprendra assez vite la logique. Voilà, ça c'est, je l'ai ouvert au hasard. Donc, ça correspond à ceci. Voilà, j'ai eu ceci, qui est donc un personnage entouré de fruits et légumes, avec une sorte de serre juste à côté. Et je l'ai appelé, voilà, à chaque fois il y a le nom du personnage, il s'appelle Danny le Perse. L'oubli est l'allié de la mémoire, disait en substance Alfred Jarry, et c'est pour garder trace de ces belles rencontres, autant sans doute que pour enterrer les mauvaises, que Danny le Perse a imaginé son castel psychique. C'est une serre tropicale humide où il cultive des légumes et des fruits virtuels dans un humus fertile. Son terreau est tissé d'êtres oubliables dont le souvenir se putréfie et se décompose,
tandis que chaque amour, chaque amitié vraie vient s'incarner dans un végétal. Incarner étant dans ce cas d'espèce un verbe inadéquat, même si l'on parle, avouons-le, de la chair d'une tomate. La jolie Grâce est une tulipe, la fidèle Rose une courgette, le charmant André une rose, et Kilian, ah l'adorable Kilian, une batavia. Hélas, depuis quelque temps, rien ne va plus. C'est que Dany s'est pris de passion pour les purées, les macédoines et les salades de fruits, et il ne sait plus, en savourant le velouté de poireaux et de pommes de terre, où il mixa Victor et Clémentine, de qui provient ce parfum d'amour, de qui ce goût d'amitié. Voilà. Donc ce sont des histoires un peu absurdes, mais qui partent du principe que je m'inspire de ce personnage qui est entouré de légumes et de cette serre tropicale qui est juste à côté, et je construis une histoire avec. Voilà. C'est assez intéressant à faire, et je pense même que ça c'est un travail sous contrainte, parce qu'il y a la contrainte effectivement des dessins, et c'est quelque chose qu'on peut faire presque chez soi en prenant un tableau de maître, je sais pas, Diane Aubin, et puis une nature morte. En gros, c'est ça. Et puis on essaie de combiner les deux, de raconter l'histoire qui les relie. Ça, c'est assez drôle, en fait. Alors, donc, l'aspect joueur très présent dans la majorité de tes livres. Et je vais lire quelques textes brefs que j'ai prélevés dans Les gens qui comptent, qui est illustré par Étienne Lecoir. De l'Oulipo. De l'Oulipo. Aux éditions Les Vents Terniers, en octobre 2020. Un livre au format carnet, cousu main. Les gens qui comptent savent que dans l'ordre alphabétique, 100 est le premier nombre, 0 le dernier. Les gens qui comptent connaissent le nombre de marches de leur escalier. J'habite Montmartre. Tu sais? Ah oui, je connais le nombre des marches. Ah oui, quand on habite Montmartre, on connaît très précisément combien il y a de marches à chaque palier. Par exemple, quand je monte par la rue Paul Albert, je sais qu'il y a 5 fois 19 marches, puis 3 fois 17 marches. Je sais, mais voilà. Je pense que tout le monde n'est pas dans mon cas, mais moi, ça m'intéresse. Les gens qui comptent aiment que la phrase. Cette phrase contient 5 mots, contiennent 5 mots. Les gens qui comptent aiment la solution en 10 lettres de se coupe en 4 pour une moitié. Alors, j'ai un peu cherché, c'est pas automatique chez moi. J'ai un peu cherché, et en fait, l'illustration m'a aidée, parce que on y voit un prétendant. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Se coupe en 4 pour une moitié, c'est une définition de Georges Perec dans les mots croisés de Perec. Mais c'est la plus dure des mots croisés de Perec, c'est en 6 lettres. En 6 lettres. Alors, accrochez-vous. Elle a déjà commencé. À tout à l'heure. Bon, je vous le dis tout de suite. Érosio. Il manque le N. Le bout de érosio. Érosion. Voilà. C'est pas mal. Hein. C'est rude. C'est impossible. C'est juste impossible. C'est ça qu'on aime bien, c'est que c'est impossible. J'en ai une autre. Allez. Il l'est vraiment. En 6 lettres. Impossible aussi. C'est amputé. Alors ça s'écrit A-N-P-U-T-E. Parce qu'il manque une jambe au M. Et donc c'est A-N-P-U-T-E. Il l'est vraiment. Et ça c'est Perec. Ça c'est Perec, c'est Perec. Voilà. Mais moi j'adore les définitions de mots croisés, je trouve que c'est vraiment génial. Et celle-là, elle est vraiment... Moi, je peste contre ceux qui ont écrit les définitions. Ouais, j'aime bien. Les gens qui comptent se demandent comme Queneau, 13 bis, est-ce un nombre pair ou un nombre impair? Donc, voilà. J'ai acheté ce petit livre au marché de la poésie à Place Saint-Sulpice à Paris, et qui tient en juin chaque année, et je ne l'ai vu nulle part ailleurs. Depuis dans les librairies où je suis passée, je ne l'ai vu nulle part. Mais en fait, les livres
imprimés et cousus, etc., au fur et à mesure, je crois. Oui, c'est la collection des Lanterniers, que dirige Élise Bétrémieux, fait des livres artisanaux, donc cousus, découpés, imprimés, le tout à la main, enfin imprimés à la main, façon de parler, mais qui sont donc un peu artisanaux et qui sont faits à la demande, parce que c'est comme elle fait à la main, elle ne va pas faire 60 000 numéros d'avance. Donc elle a une très jolie petite collection qui est celle-là, mais elle a beaucoup d'autres livres. Elle vient de publier un livre, par exemple, que j'ai beaucoup aimé, qui sont des poèmes. Alors, comment ça s'appelle? C'est pas typographique, mais ce sont des tatouages. Ce sont les tatouages de Camille Bloomfield, où elle se tatoue, tout le corps est tatoué avec des signes typographiques. Et donc, c'est un texte sur le tatouage qui est très intéressant, et c'est des poésies sur le tatouage. Donc, c'est très divers ce qu'elle fait. Voilà. Est-ce que c'est le petit format qui a fait opter Gallimard pour son oubli dans la bibliographie qui figure à la fin des Contes de Jaime Montestrella? Non, je crois qu'ils se sont trompés parce qu'ils ont oublié. Ils ont repris ailleurs, ils ont repris du même auteur de l'Anomalie, et ils ont oublié qu'entre l'Anomalie et celui-là, il y avait eu d'autres livres. Voilà, c'est tout. Même un grand éditeur peut se tromper. Dans ta bibliographie, je m'interroge, j'hésite sur le nombre de livres que nous pouvons considérer comme poésie. Car tu te joues de nous, lecteur, quand tu indiques comme catégorie point de vue, pensée. 2 ou 3 livres sont facilement catégorisables. Alors, il y a Zindien, tu es d'accord? Oui. Castor astral. Oui. Ah, ça, celui-là, c'est pas Castor, ça. Ah, c'est Sileps. Sileps. Ouais. Ça, c'était la première édition. Donc, ouais. Mais après, il a été repris Au Castor. C'est ça. L'herbier des villes que je n'ai pas, mais que nous avons vu... Poésie. Oui, poésie. Hein, c'est des haïkus. Des haïkus. Que nous avons vu en exposition à la bibliothèque universitaire du temps où elle était à Lafayette. Et puis, les gens qui comptent, peut-être bien quand même, oui. On ne sait pas. Et il y a aussi ces livres qui quand même ont eu beaucoup de succès, je pense, Joconde jusqu'à 100, et je compte sur votre indulgence. Oui, moi je ne le casse pas. Le problème, c'est toujours la classification. Il y avait un Olympien qui s'appelait Jacques Bins, qui avait fait sa propre classification de ses livres, et donc il y avait prose poétique, poésie versifiée, qu'est-ce qu'il y avait? Prose poétique, et il y avait le contraire, il y avait prose poétique et poésie prosifiée, c'était pas la même chose, et tout ceci faisait une sorte de classement dans lequel parfois il n'y avait qu'un seul titre. Moi parfois je définis un roman comme roman circulaire, voilà. Bon. Et j'ai beaucoup travaillé sur le fragment et sur la nouvelle, qui sont des formes que j'adore, qui sont des formes courtes, et on ne sait parfois pas très bien où ranger les choses. On va parler, je pense, des contes liquides. Les contes liquides, ce sont des contes, et ce sont des contes tellement courts qu'il y a à peine la forme du conte. Donc c'est souvent, mais c'est pas non plus de l'aphorisme, parce que c'est des propositions fictionnelles, en 3 lignes, mais ce sont des propositions fictionnelles. Donc c'est très complexe à un moment donné, lorsqu'on ne fait pas de roman, de savoir où on se situe. Tout à l'heure on parlait du nom sur le mur. Le nom sur le mur, je ne savais pas très bien non plus où le mettre. C'est pas un essai, mais c'est un récit. Donc j'ai décidé que c'était un récit. Voilà. Mais c'est un récit dans lequel il y a un peu de moi. Donc c'est toujours très compliqué ces cases dans lesquelles il faut absolument que les livres rentrent. Et les gens qui comptent, je ne sais pas comment je l'ai appelé. Ça pourrait s'appeler anaphore, puisque ce sont des anaphores. Ça commence par les gens qui comptent à chaque fois. Et la petite collection compte aussi les gens qui luttent, les gens qui dorment, les gens qui rêvent, les gens qui marchent, les gens qui dansent, les gens qui boivent. Donc il y a plein d'auteurs qui à chaque fois sont sur un sujet donné. Je ne sais plus ce qu'a fait Guillaume Meurice, mais il a fait, je crois, les gens qui swipe. Voilà. Donc il y a plein de trucs un peu bizarres. Mais ce sont des anaphores, à chaque fois on en fait 18, et ça correspond donc à une logique narrative où on essaie d'être original à chaque fois sur chacune des phrases. Je trouve ça, le principe est rude. Dans la forme courte, le principe est rude parce qu'on
on est jugé sur chacune des formes courtes. Dans un roman, on accepte qu'il y a des moments faibles, qui sont en général les moments où l'action avance. Comme chacun sait, dans les romans, il y a deux moments. Il y a les moments où la littérature s'installe et les moments où l'action avance. Et ce n'est pas les mêmes. C'est un problème d'ailleurs. Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, le personnage ouvre la porte. Mais il ouvrait la porte, c'est pas énorme au niveau littéraire, vous voyez. Alors qu'il faut bien qu'il l'ouvre, putain, cette porte. Donc il ouvrait la porte, voilà. Puis on dit, puis tant pis, merde, il ouvrait la porte. Voilà. Mais littérairement parlant, ça ne tient pas la route. C'est-à-dire, c'est pas grave, mais il faut qu'il l'ouvre. Donc on oscille entre ces deux moments, le moment de la littérature où on arrive à écrire des choses qui tiennent au niveau simplement formel, où la phrase a une musique, etc. Et puis des moments où l'action doit forcément avancer. Et dans la forme qui est la forme brève, c'est le contraire. Dans la forme brève, il n'y a que de la littérature. Enfin, il n'y a que de la forme écrite extrêmement dense, à un moment presque de concentré. Et là, il n'y a pas d'action. C'est juste une idée qui doit donner naissance à quelque chose. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse aussi dans la forme courte, c'est que c'est sans pitié. Parce qu'il faut être extrêmement dense et essayer quand même que ça... En sachant très bien que ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, quand on écrit 1000 formes courtes, enfin ici 366, on sait que ce ne sera pas les mêmes qui vont plaire à tout le monde. Et dans les amnésiques, quand il y avait qui devenaient oubliables, c'était typique. Il y avait des gens qui détestaient enfin qui n'aimaient pas du tout certains des trucs et qui venaient me voir en me disant « j'ai adoré celui-là, qui moi me paraît moyen ». Enfin, donc on est dans un rapport assez compliqué à son propre travail où on sait que ça ne va pas plaire à tout le monde et c'est pas grave. Dans les amnésiques, il y en avait une en particulier où je sais qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas du tout. C'est comme il y a des blagues, que les gens ne comprennent pas du tout, qui moi me font mourir de rire. Un jour je vous raconterai la blague du merle, je la trouve formidable, mais elle ne fait rire qu'une personne sur 3, statistiquement. Mais la personne sur 3, elle rit comme un dingue. Voilà. Et c'est con. Tu peux me raconter ? Non, elle est trop longue. C'est ça qui est bien, c'est qu'elle est très longue et qu'à la fin elle a une chute. Ouais. Voilà, où les gens... Bon. Et ben, dans les amnésiques, il y en avait une en particulier que j'adorais, mais qui pouvait ne pas plaire du tout. Et je me souviens très bien, c'est des questions qui sont à quoi tu penses, je pense que. Donc celle-là, c'était à quoi tu penses. Je pense que quand on est sur l'autoroute, on aperçoit de très jolis châteaux où on aimerait bien habiter. Et puis on se souvient qu'ils sont près de l'autoroute. Point. Eh bien, il y a des gens qui me foutent. Oui, alors. Bon, moi, ça me fait vraiment marrer parce que ce que je trouve intéressant dans ça, c'est une pensée plate. C'est une pensée très plate. Tout le monde se dit ça. Tout le monde, à un moment donné, passe sur l'autoroute, voit une maison magnifique et se dit « Oh la vache, la maison !» Puis juste après, on se dit « Merde, elle est quand même près de l'autoroute. » Et c'est donc c'est le moment où on se met dans le tableau. C'est ce petit basculement sémantique, psychologique, où on bascule d'une situation qui paraît naturelle, qui est l'admiration de la maison, et où on se resitue dans la maison en train de se dire « Mais en ce moment, lui, il me voit passer avec ma voiture à 120 à l'heure, 130 à l'heure, en train de faire du bruit. » Et il se dit « Oh, pas terrible !» Et ce basculement, ça m'intéresse. Mais ça peut ne pas faire marrer grand monde. Et le moment où on est dans l'échec par rapport à la forme courte, c'est un moment intéressant aussi. Parce qu'on se dit « Ah ouais, on est tous différents quand même. » Donc c'est ça qui me fait marrer. Avant-hier, j'étais à un salon du livre, salon de la culture et du livre juif, qui est... alors je suis goy, hein, c'est ça qui est intéressant. Tu sais le numéro ? Oui, non, je le connais par cœur. Ah. Et j'étais dans ce salon, donc un salon majoritairement visité par des gens juifs, parce que c'est dans une synagogue, et j'avais recopié au-dessus de moi un extrait de ça, parce que je pensais que c'était bien pour être un peu provoque. Et j'avais écrit lors de fouilles, à la suite de fouilles dans le Sinaï, les archéologues Julius Wasserman et Francis Herzog ont découvert que le peuple élu ne l'avait été qu'au deuxième tour et à 53% seulement. Donc, dans une synagogue et dans un salon du culture et livre juif, c'est assez provoque, quoi. Et je l'avais donc mis au-dessus pour montrer l'esprit général du livre. Ça me paraissait bien représenter l'esprit général du livre. Et donc, j'en ai vendu pas mal, parce que quand même, les gens trouvaient ça drôle. Mais on se dit bien que ça peut ne pas faire rire dans ce moment particulier que nous traversons en ce moment.
Mais quand même, là, c'était quand même les juifs libéraux, donc j'en ai quand même vendu pas mal. Mais on voit bien qu'il y a quand même une forme de rapport au monde qui exige à la fois une distance, une forme de culture, voilà, qui fait que la forme courte parfois est exigeante. C'est comme là-dedans, j'en ai une qui ne marche pas si on ne connaît pas l'histoire de Guillaume Tell. Oui, il y en a plein qui mais il y en a plein qu'on ne comprend pas si on ne comprend pas l'histoire de Guillaume Tell. Je peux le dire. L'histoire de Guillaume Tell, vous la connaissez peut-être, vous vous souvenez peut-être pas, mais c'est pas grave. Alors je vous raconte d'abord l'histoire telle qu'elle est dans le bouquin, et vous allez comprendre pourquoi ça ne marche pas si on ne connaît pas l'histoire de Guillaume Tell. Ça dit simplement que des recherches ont prouvé que Guillaume Tell avait eu un fils un peu plus grand que son cadet, au destin malheureusement tragique. Bon, il y a certains rient, d'autres pas. Alors c'est normal. Il faut se souvenir que Guillaume Tell, c'est un héros du folklore suisse, dont à qui il tirait très bien à l'arbalète, et un dirigeant un prélat avait imposé, parce que c'était un rebelle, de poser une pomme sur la tête de son fils, et il devait tirer à l'arbalète pour couper la pomme en deux de son fils. Ce qui est quand même un truc un peu atroce. Évidemment, il ne fallait pas avoir la main qui tremble. Guillaume Tell avait réussi à trancher la pomme au-dessus de la tête de son fils, et donc ils avaient tous les deux eu la vie sauve. Voilà. Mais si on ne connaît pas la blague, si on ne connaît pas l'histoire, le truc tombe complètement à côté. Et il y en a pas mal comme ça. Il y en a pas mal qui tombent complètement à l'eau. Par exemple, l'histoire du vétérinaire de Schrödinger. L'histoire où je dis, lors d'une visite à son vétérinaire, Erwin Schrödinger, voulant récupérer son chat, apprit par le vétérinaire lui-même qu'il avait une bonne et une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Bah oui, parce que le chat de Schrödinger est à la fois mort et vivant. C'est une des... Voilà, bon, bah je passe à côté, mais je ne peux pas faire des notes de bas de page à chaque fois. Ça tue la blague. Mais voilà, mais c'est pas grave. Ça fait rien. Mais ça fait rien, on s'en fout. Ouais. Et c'est pareil pour la Joconde. Parce que la Joconde, c'est pareil, il y en a où on ne comprend pas, quoi. Voilà. Alors, justement, rentrons un peu dans ces contes. Et est-ce que tu veux bien nous lire le conte numéro 47 ? Je l'ai choisi, hein. Oui, bien sûr. Bah, celui-là est compréhensible pour tout le monde, c'est bien. À un certain point de partage des eaux, près de Langres, il est de tradition, après plusieurs bières, d'uriner successivement dans les directions du nord, du sud et de l'ouest, afin d'irriguer à la fois la mer du Nord, la Méditerranée et l'Atlantique. Plus personne ne pisse vers l'est, principalement à cause du vent. Il se trouve qu'à Langres, il y a ce qu'on appelle un point de partage des eaux, c'est-à-dire que si on pisse à un côté, ça va vers la mer du Nord, voilà, etc. J'adore ces endroits qui sont un peu bizarres, où vraiment il y a un point très précis qui doit... Il y a une plaque, hein. Il y a une plaque sur le sol qui dit que si on pisse là, ça va... Voilà. Ouais. Alors là, il y a un professeur Boudjine qui m'a quand même fait assez rire. Donc je te demande aussi de nous lire le conte numéro 79. Ah oui. 1034 expériences officielles de télékinésie, déplacement d'un objet par la seule force de la pensée, menées en 1958 dans les laboratoires souterrains de Novosibirsk, Union soviétique, sous la direction du professeur Boris Nikolaïev Boudjine, ont prouvé de manière substantielle que les doigts étaient 1000 fois plus efficaces que l'esprit pour déplacer une allumette. Parce qu'il faut savoir que pendant la guerre froide, les soviétiques ont fait des expériences de télékinésie. D'ailleurs, je mets une note là-dessus qui est que... Il y a un certain nombre de notes. Hein. Il y a des notes, parce que celle-là, je ne pense pas qu'on la connaisse. Donc sans doute la russe Nina Kulagina, qui existe vraiment, 1926-1990, qui, selon une légende de la guerre froide, était capable d'arrêter le cœur d'une grenouille par la seule force de sa pensée. Encore quelques-uns. 24. 83 et 84. C'est pas forcément les miens, c'est ce qui est marrant. Ah ben oui. Alors, mais oui, c'est... Le peuple philosophe de la cité troglodyte de Joalitu a conscience qu'on ne peut jamais être tout à fait certain de ce que l'autre entend par bleu. Mais ils parviennent malgré tout à regarder le ciel ensemble et avec plaisir. Les chercheurs du Nemo Marine Ethology Laboratory
ont prouvé que chaque hareng, Clupea harengus, joue à s'approcher le plus près possible du centre du banc, tout en respectant une distance minimale avec son voisin. Si les poissons ne trouvaient pas ce jeu amusant au plus haut point, il n'y aurait pas de banc de harengs et le roll mops serait inabordable. Encore deux? Moi j'adore. Je trouve ça très con. 96. Alors, au marché 95-96. Ouais. Au marché si typique de Najauta, Pérou, la cacophonie est telle qu'espérer comprendre ce que crient les marchands est tout à fait vain. Aussi ceux-ci imitent-ils le cri de l'animal dont ils vendent la viande. Les charcutiers grouinent, les volaillers caquettent, des bouchers beuglent. Seuls les poissonniers ont du mal à se faire entendre. Le département de probabilité de l'université d'Guadalajara, Mexique, a prouvé que si, en vous promenant aléatoirement, vous abordez plusieurs fois une personne, toujours par hasard, et que chaque fois elle se trouve être l'un de vos très proches, voire votre femme, ou même votre enfant, c'est que vous vous promenez chez vous. Voilà. Bon, le principe est simple. Alors, il y a une remarque quand même que je peux faire, c'est que c'est traduit du portugais. C'est traduit du portugais. Bon, le personnage censé avoir écrit ces contes, qui s'appelle Jaime Montestrella, est un personnage fictif que j'ai inventé il y a quelques années et qui a écrit des contes liquides. Et donc, comme il écrit en portugais, il n'y a pas de blagues qui soient des blagues adaptées finalement qui fonctionnent sur la blague d'un pun, enfin d'une plaisanterie basée sur la langue. Ça marche juste sur la logique. C'est-à-dire que ça ne fait jamais appel, a priori, à un jeu de mots. Ça fait juste appel à quelque chose qui est traduisible de manière universelle et systématique. Donc il n'y a pas de jeu de mots. Et c'est une difficulté, en fait, parce que j'ai une tendance assez naturelle à faire des blagues qui sont des gallicismes, à utiliser le français comme étant un point d'appui pour créer une situation absurde. Et donc là, cette contrainte de ne pas aller vers autre chose que l'absurde, mais à partir d'une logique qui est une logique internationale, enfin mondiale, ça m'intéresse vraiment. C'est assez compliqué. Il y en a un ou deux, j'ai remarqué, qui sont quand même basés sur des notions qui sont liées à la langue. Mais très peu, en fait, très très peu. Là, il n'y en avait pas, là, dans ce qu'on a lu. Donc, les contes liquides ne sont pas de Jaime Montestrella, mais d'Hervé Le Tellier. Voilà. Voilà, c'est dit. C'est vrai qu'on pouvait te soupçonner parce que tu écris dans le texte que tu parles trop mal le portugais. Tu cites une traductrice, Maria Ferreira, qui t'aurait aidé à accompagner ce livre, mais elle ne figure pas comme traductrice. Enfin, voilà, il y a quand même des signes. Il y a des indices. Il y a des indices, voilà. Et puis, on sait, tu as quand même du goût pour le canular. Je me souviens d'un certain Botul, c'est pas ça? Oui. Oui, il y a des années, avec un camarade qui s'appelle Frédéric Pagès et quelques autres, on a inventé un philosophe fictif. Alors, maintenant, on a un peu oublié l'affaire, mais il s'appelait Jean-Baptiste Botul. Et on passait nos vacances ensemble avec Frédéric et quelques autres. En fait, on fédérait nos enfants, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. On partait à une vingtaine avec une dizaine d'enfants et comme ça, on les mettait tous ensemble, c'était assez sympa. Mais surtout, on avait de longs moments à passer ensemble. Et donc, on avait une sorte d'atelier d'écriture et on avait commencé à écrire un texte qui est devenu, sous la plume de Frédéric, la vie sexuelle d'Emmanuel Kant, puisqu'il n'a pas eu de vie sexuelle. Donc, c'est, voilà, enfin, à notre connaissance en tout cas. Voilà. Et donc, on avait inventé un philosophe qui s'appelle Jean-Baptiste Botul, 1896, puisque c'était le centenaire de sa naissance qu'on avait fêté lors de ses premières vacances. Et 1945. 1895, 1996, 47. Oui, c'est ça. Et l'année suivante, on avait fêté le cinquantenaire de sa mort. Donc voilà, on a commencé en 96, ce qui ne rajeunit pas. Et donc, on avait inventé Botul. Et Botul, comme s'il nous plaisait bien, on avait écrit plein de choses sur Botul. Soit c'était Frédéric, soit c'était d'autres. À chaque fois, on signait Botul. Et je me souviens, par exemple, il y avait la correspondance entre Botul et Landru, qui s'appelait Correspondance Lotul-Landru. Il y avait marqué Landru, le précurseur du féminisme. Avec un argumentaire à la cinglée de Frédéric Pagès, qui était en fait extrêmement drôle et noir. C'était assez drôle.
Et on avait aussi une correspondance avec Keynes, on avait aussi... bon, il y avait beaucoup de textes. Et il y avait un texte de Jacques Gaillard qui s'appelait Métaphysique du mou, qui était une sorte d'apologie du mou. Voilà. Et donc, à un moment donné, il s'est passé cette chose assez invraisemblable qu'un philosophe médiatique connu, Bernard-Henri Lévy, a cité, mais c'était il y a quoi, il y a 10 ans, a cité dans un livre qui s'appelait « De la guerre en philosophie », un passage complet de Jean-Baptiste Botul, en le prenant, mais vraiment comme argent comptant, pour argent comptant, et sans mettre en doute une fraction de seconde l'existence de Botul, qui pourtant était dans Wikipédia avec invention de la bande des amis de Jean-Baptiste Botul, l'A2JB2, l'association des amis de Jean-Baptiste Botul. Donc on ne pouvait pas ne pas douter, mais il s'est pris les pieds dedans, et après il a commencé à divaguer sur le traquenard qu'on lui aurait tendu. Alors que franchement, c'était une immense forêt avec un trou, il est tombé dedans. Donc c'est pas de notre faute. Voilà, ça arrive. Et il a eu le prix Botul. Et pour les comptes liquides, et Montestrella, il me semble qu'il y a aussi une page Wikipédia, je ne suis pas allée la lire. Oui. Mais il me semble, oui, tu as joué aussi quand même à tout ça. J'ai commencé à les écrire dans un livre qui s'appelait Electrico W, qui est paru en 2012, je crois, ou 2011. Et dans Electrico W, le narrateur, qui s'appelle Vincent Balmer, traduisait les contes de Jaime Montestrella. Et c'était donc un personnage fictif qui traduisait les contes d'un autre personnage fictif qui était Jaime Montestrella. Et j'ai eu une critique dans je ne sais plus quel journal, enfin je sais très bien quel journal, où il était écrit que le livre était ceci, cela, mais surtout que les contes de Jaime Montestrella étaient formidables et que c'était bien que j'ai exhumé l'œuvre de Jaime Montestrella. Alors j'étais hyper content parce que j'avais quand même créé 2 fiches Wikipédia, 3 fiches Wikipédia, une en anglais, une en français, une en portugais, pour accréditer son existence. Et même tu les poses pas depuis chez toi, tu te débrouilles pour que ça soit Oui, bon. c'est jamais posté de chez moi. C'est-à-dire que j'ai demandé à un copain portugais de créer la fiche du Portugal pour qu'il n'y ait pas de doute. Enfin, sur Wikipédia, on voit quelles sont les adresses IP. Donc c'était jamais l'adresse IP était toujours la bonne. C'était un Américain qui postait la fiche américaine, un Portugais qui postait la fiche portugaise et moi qui avais créé la fiche française. Et donc il existait vraiment sur Wikipédia. Voilà, avec sa biographie que j'avais bien créée. Et ça a duré un certain temps quand même, cette histoire. Et puis un jour, voilà, quelqu'un s'est rendu compte que non, il n'existait pas. Mais il était trop tard parce que j'ai quand même gagné 2 choses. D'abord, j'avais réussi à le faire rentrer dans le guide du routard. Ah bon ? Parmi les célèbres carioca. Quand vous achetez le guide du routard Rio, il y a un guide du routard sur Rio. Et ben, il y a Jaime Montestrella parmi les célèbres habitants de Rio. Et ça, mais immense fierté. Et puis il y avait un deuxième, le guide du routard, c'était beaucoup acharné. Ils ont fait un guide du routard de Lisbonne. Et évidemment, le mec, ça devait être le même, a repris ce qu'il avait fait il a gardé Montestrella comme étant un des célèbres habitants lisboètes de Rio, de Lisbonne. Et donc, Lisboète de Lisbonne, c'est pas terrible. Enfin, voilà. Et ce qui était assez drôle, c'est que ça n'a pas été corrigé, parce que bon, on va pas corriger ça, mais ça reste quand même dans les guides de Rio et de Lisbonne. C'est une petite fierté quand même. Ah bah oui. T'as pas eu un prix avec d'ailleurs? Hein? T'as pas eu un prix de l'humour? Si, j'ai eu la première édition qui contenait que 80 contes a eu le Grand Prix de l'humour noir. Et d'ailleurs après il n'y a plus eu le Grand Prix de l'humour noir. J'ai tué le Grand Prix de l'humour noir. Après c'était fini, il n'y en a pas eu depuis. Il faudrait le refonder, mais pour l'instant il n'y a plus eu de prix. Du coup, ma question c'est quels éléments ont été les plus joyeux à inventer pour toi autour de ce personnage d'écrivain, de tous ces... Alors, tu appelles ça conte, moi j'ai du mal à appeler ça conte, mais je ne sais pas comment les appeler. Donc, Alors, pourquoi ça s'appelle conte liquide? C'est oublié de le dire. Et pourquoi il s'appelle Montestrella? Quand j'avais 15-16 ans, 14-15 ans même, il y avait un auteur que j'adorais qui s'appelle Jacques Sternberg. Jacques Sternberg, il est très oublié. C'est un auteur qui a publié plusieurs livres, certains sont chez Folio. Jean Paulhan avait dit de lui une phrase assez méchante, il disait pourquoi est-ce que Jacques Sternberg continue à écrire? On dirait qu'il écrit des livres traduits mal du hongrois.
pas très sympa. Mais moi, j'aimais beaucoup ce qu'il écrivait. Et il avait écrit il écrivait des contes, et il avait fait un livre qui s'appelait Les contes glacés. Les contes glacés, Jacques Sternberg, avec un dessinateur qui s'appelait Roland Topor. Et ce livre, Les contes glacés avec Topor, s'appelait Les contes glacés avec Topor, de Jacques Sternberg. C'était pour moi le modèle pour les contes liquides, qui étaient donc les contes glacés de Topor qui avaient fondu, parce qu'ils étaient beaucoup plus petits, parce que les contes glacés de Sternberg, c'est plutôt 20 lignes, 30 lignes, et moi, ça fait plutôt 3-4 lignes, quoi. Donc c'était l'idée que ça avait fondu, que c'était plus petit que le glaçon. Et puis Sternberg, ça veut dire monde de l'étoile. C'est un rescapé de la Shoah. Il avait 12 ans, je pense, en 42. Il a échappé à la rafle du Veldiv. Et puis il a survécu. Puis après la guerre, il a travaillé beaucoup dans beaucoup de journaux. Et donc Jacques Sternberg, je l'ai traduit monde de l'étoile et c'est devenu Montestrella. Et puis Jacques, c'est Jaime. Et ça tombait bien parce que ça fait j'aime en français. Et donc ça faisait j'aime Sternberg. C'est mignon. C'est mignon. Et donc, pour illustrer le livre, j'ai demandé, parce que je voulais que ça soit illustré, comme le livre de Sternberg l'avait été par Topor, j'ai cherché un dessinateur qui soit de la qualité de Topor, qui est quand même assez unique, et il y en a un qui m'a paru évident, qui est Patrice Quillefer. C'est lui, c'est Patrice Quillefer. Et Patrice est un formidable dessinateur, le roi du noir, le roi de l'aplat, enfin, il est très très fort. Et voilà. Et donc il a fait les dessins sur une trentaine de contes. Et j'étais très fier d'avoir des dessins de Patrice Quillefer. Voilà. Ça c'est le conte dactylographe. Tu le lis? Il est où? Il est avant? Je ne sais pas. Les statisticiens de la Stratford-upon-Avon University ont démontré que le théorème du singe dactylographe, qui prouve qu'un singe qui frapperait au hasard sur un clavier, et ce depuis le Big Bang, n'aurait néanmoins qu'une faible chance d'avoir tapé le texte de Hamlet, s'applique nettement moins bien si ce singe est William Shakespeare. Voilà. Et bon, voilà. Et donc, c'était un hommage à Sternberg, et j'étais très content de lui rendre hommage. J'ai croisé une fois Sternberg dans ma vie. C'était en 2002 ou 2003, il est mort en 2005. Et il cherchait des baskets. J'ai passé une après-midi avec Sternberg à chercher des baskets avec lui. C'est une occupation comme une autre. Et ça m'a fait quand même une petite émotion parce que c'était vraiment l'écrivain de mon enfance et qui m'a donné envie d'écrire. Même si je reconnais que ce n'est pas l'écrivain le plus fluide qui soit. Mais il y avait une sorte de générosité chez Sternberg, une capacité à l'imagination, quelque chose de très très touchant qui était... qui fonctionnait bien peut-être avec ton imaginaire. Oui, ça marchait bien avec moi, oui. Ça marchait très bien avec moi quand j'avais 15 ans. Ouais. Moi, je vois que l'heure avance. Est-ce que tu souhaites dire une chose? Sinon, je te ferai lire le dernier conte liquide. Est-ce que tu souhaites dire une chose particulière que nous n'aurions pas approché? Non, ce que je peux dire, c'est je peux parler de quelques livres qui ne sont pas de moi, peut-être, et dont je conseille la lecture en cette rentrée. Oui. C'est peut-être une bonne idée. Je vais vous parler de 3 livres, j'y pense comme ça. Le premier livre, c'est celui de Clémentine Mélois, qui est une membre de l'Oulipo et qui a fait la couverture de la dernière édition de la Joconde, et qui est une formidable artiste, qui est très connue pour ses couvertures détournées. C'est elle qui avait fait un livre de Herman Melville qui s'appelait Moby Dick. Et voilà, qui était on voit un graffiti d'un type qui essaye de démarrer un bic, comme souvent chez les papetiers qui vendent des bics. Donc ça s'appelle Moby Dick. Et elle a publié un livre qui est paru donc chez l'Arbalète, juste dans la même édition que les contes liquides, et qui s'appelle Alors c'est bien, qui est un livre où elle parle de la mort de son père. Et c'est assez rare d'avoir des livres qui parlent de la mort d'un proche aimé d'une manière aussi lumineuse. Voilà, c'est très très beau. Et c'est un livre qui raconte comment l'enterrement, la mort et l'enterrement de son père sont devenus une sorte d'œuvre d'art. Et c'est assez exceptionnel comme bouquin. L'autre livre dont je pourrais parler, c'est un livre qui est paru, je ne vais pas dire des bêtises, mais je crois que c'est à l'Observatoire, et qui s'appelle Cabane. C'est un livre d'Abel Quentin.
j'étais président d'un jury il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé de le défendre jusqu'au bout, mais je ne suis pas arrivé. Voilà. Et ce livre est formidable. Cabane, ça raconte en fait le destin de 3 scientifiques qui, dans les années 70, découvrent que le monde va à sa perte, qui essayent de convaincre que le monde va à sa perte et qui n'y arrivent pas. C'est des gens qui travaillent dans la bande du Club de Rome, enfin voilà, le rapport que tout le monde connaît maintenant, et qui explique ce qui va se passer 50 ans plus tard, et on y est, c'est parfait. Ce livre-là raconte 3 destins très différents. L'un qui décide de devenir quasiment ermite, l'une qui devient alcoolique, et le troisième qui décide de devenir une sorte de mec qui, puisque de toute façon le monde va à sa perte, profite au maximum, il devient fondateur d'une entreprise à succès. Voilà. Et puis si je devais choisir un dernier livre, je dirais que je proposerais un livre de Victor Pouchet, qui est une poésie, et qui n'est pas publié vraiment à la rentrée, mais qui est publié en mars ou en avril, et qui est un roman-poème. C'est pas tous les jours que, voilà, comme c'est la semaine de la poésie, oui. Mais ce roman-poème s'appelle L'Option légère. C'est publié dans la collection blanche de Gallimard, et c'est un magnifique livre parce que c'est un livre d'abord qui est une sorte de roman-poème d'amour, mais aussi parce que Victor a cette capacité à... La poésie court 2 risques, l'emphase et le ridicule. On est toujours sur la crête du ridicule par l'emphase, justement, et aussi le ridicule par la simplicité, ce que j'appellerais le poème Facebook. Voilà, certains voient de ce dont je parle. Et lui, il est vraiment en permanence sur cette crête fragile qui fait qu'il arrive à créer de la poésie qui nous touche, où ça n'est pas de la poésie complexe, en même temps c'est de la poésie extrêmement fine, extrêmement lucide, extrêmement précise dans le choix des vocabulaires, de la grammaire et du rythme. Et ce sont que des octosyllabes, et ça se lit vraiment comme un roman, et c'est très très beau. Voilà. Alors, pour finir, j'aimerais que tu nous lises le dernier des contes. Ah, oui, c'est une leçon de vie. Les chercheurs du Dortmund Allergy Institute, ayant découvert en décembre 2014 que vivre enfant avec un animal limite plus tard les allergies, recommandent, afin de mieux supporter notre monde, de s'entourer le plus tôt possible d'abrutis. Sur ce mot, je vous remercie de votre écoute. Je te remercie Merci à vous. De la gentillesse que tu nous as fait. Merci, c'est moi. Voilà, de venir ici, et merci à tous. Ouais.